Novembre 1952, à Prague. Une salle de tribunal, les caméras des actualités. Dans quelques mois, Staline va mourir. C'est ici le dernier des grands procès, des grandes pièces à spectacle de son époque. Le procès Slansky. Chacun connaît son rôle. Le procureur, le président du tribunal, les accusés, les avocats. Tout a été écrit, réécrit, appris par cœur, répété pendant des mois. Le scénariste de ce dernier film de l'école de Moscou, celle du réalisme socialiste, s'appelle Alexandre Bestchatchnov, chef des conseillers russes auprès de la sûreté tchèque. Il est l'auteur des dialogues également. C'est un bon conseiller technique. La preuve, il est toujours vivant, toujours à l'œuvre. En janvier 1970, la présence de Bestchatchnov était de nouveau signalée à Prague. C'est ce qu'on appelle la normalisation. Cet homme joue le rôle de Rudolf Slansky, ancien secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque. On dirait qu'il a du mal à jouer ce rôle. Pourtant, il est Rudolf Slansky. Question du procureur. Rudolf Slansky, de tout ce qui précède, peut-on tirer la conclusion que vous n'avez jamais été un véritable communiste? Réponse, oui. Une vie de militant, la lutte, les prisons, l'exil, la guerre de partisans, la prise de pouvoir, les plus hautes fonctions du parti et de l'État, presque une image d'Épinal. Pourtant, cette vérité n'était qu'un mensonge. Slansky n'a jamais été un véritable communiste. C'est Staline qui en a décidé ainsi. Le 11 novembre 1951, lors d'une visite soudaine à Prague, Mikoyan, le vieux renard, survivant de toutes les purges, a communiqué à Gottwald la décision de Staline. Slansky est un traître, il faut l'arrêter immédiatement. Gottwald obéit. Il fait exécuter, avec Rudolf Slansky, 11 des 14 accusés. Mais la question reste posée, de tout ce qui précède. Qu'est-ce qu'un véritable communiste? Arthur London s'efforce d'y répondre. Depuis 9 semaines, nous vivons dans un monde clos. Nous tournons l'aveu de Costa Gavras, d'après le livre d'Arthur London. Le drame d'un communiste pris au piège de sa fidélité, et qui a eu le courage de dénoncer le piège sans renier la fidélité. Autour de cette histoire de silence et de solitude, il y a beaucoup de monde. C'est le cinéma. Mais surtout beaucoup de mains. Des mains intelligentes qui rendent en fin de compte cette soi-disant industrie beaucoup plus proche de la poterie que de l'automation. Dans le rôle de Gérard, c'est-à-dire d'Arthur London lui-même,
Yves Montand. Je suis en train d'interpréter quelque chose, bien sûr qui ne m'est pas arrivé, mais toutes mes facultés, disons, intellectuelles, mes nerfs, mon sang, mes muscles vont en fonction de ce personnage qui a subi. Mais si je me trouve devant lui, ça prend des proportions démesurées, parce que lui, il les a vraiment réellement subis, n'est-ce pas? Moi, je porte les menottes toute la journée, j'ai maigri 12 kilos et je ne mange pas, et je suis toujours debout, je suis terriblement fatigué, comme je n'ai jamais été dans ma vie. Mais bon, comparativement à lui, c'est une goutte d'eau. La question que je me suis posée a été simplement, si vous voulez, en fonction du péon. Et le péon, entre guillemets, qui pour lui, nous savons, je parle des pays sous-développés, nous savons qu'il a un ennemi, qui s'appelle le capitalisme. Point à la ligne, il n'y en a pas d'autre. Ben, je veux dire, avec tout ça ça peut comporter, étant capitaliste moi-même, étant bourgeois moi-même, puisque je vis dans un monde bourgeois, bien sûr. C'est pas qu'il n'y ait pas de malentendu. Pour ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a qu'un seul ennemi. Il peut se passer des choses terribles à l'Est. Eux, ils ont un problème devant eux qui est beaucoup plus terrible que ce qu'on peut avoir dans le monde occidental. Aujourd'hui, nous savons, je sais très bien que la lutte de la classe ouvrière s'est déplacée, qu'elle n'est pas uniquement sur la question de la bouffe, elle s'est déplacée sur une façon de vivre d'une façon, disons, pour employer un large mot, humaine, d'une façon digne. C'est pas parce qu'on a la voiture, ou la machine à laver, ou le frigidaire, ou la télévision, ce qui est très bien, ça peut aider beaucoup dans certaines mesures, mais si je dois avoir tout ça et que je ne peux plus voir ma femme, par exemple, ou mes gosses, ou ne plus pouvoir vivre normalement, je veux dire, c'est là-dessus que maintenant le combat se porte. Bon, mais pour se porter là-dessus, il faut encore que les gens soient sur un terrain solide et non pas minés en disant, mais non, cachons ça, c'est pas la peine que nous allons, n'est-ce pas, affaiblir le mouvement. Mais on n'affaiblit rien du tout, ce n'est pas vrai. Monsieur Gramsci, un grand révolutionnaire italien, a dit la vérité est révolutionnaire et elle l'est, et nous le savons. Et bien sûr qu'elle peut faire très mal, mais ça ne fait rien, elle est révolutionnaire. Alors donc, dans ces cas-là, attention aussi, je te renverse la vapeur, à savoir, alors nous ne disons rien, nous font tout, nous ne parlons pas, nous ne faisons pas ce film, nous ne lisons pas le livre, d'ailleurs comme on essaie de le faire, surtout ne le lisez pas, car surtout ne le lisez pas. Le nombre de gens qui parlent de ce livre sans l'avoir lu, c'est quelque chose d'aberrant, y compris, et ça c'est beaucoup plus grave, chez les militants. Ils ont peur, et ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'affaiblir, parce qu'ils ont cru dans le socialisme d'une façon religieuse, et qui croient dans le socialisme d'une façon religieuse, comme j'y ai cru d'ailleurs d'une façon religieuse. Chez moi, il y avait ma mère, qui était italienne, comme tous les latins, avait le crucifix, et au-dessus Staline. Et il est resté longtemps, même après le rapport Khrouchtchev à la maison. Parce qu'on continue, quand je dis la maison, parce que c'est comme ça. J'ai insisté, je le dirais, par ma sœur que j'adore et que j'aime tendrement, pour qu'elle le lise. Eh bien, elle ne voulait pas lire parce qu'elle se sentait désarmée subitement. S'ils se sentent désarmés, c'est parce qu'ils y croient d'une façon religieuse et non pas d'une façon concrète. La réaction que je connais très bien qu'il va y avoir, aussi bien dans les usines, à l'atelier ou n'importe où. Comment? Mais c'est pas possible d'être dans un film comme ça, etc. Tant pis! Ça n'a pas... Je suis habitué à ce genre de choses. Personnellement, je ne conçois pas ce travail sans être, si vous voulez, en rapport, j'allais dire en harmonie avec les choses qui m'intéressent dans la vie, qui se passent autour de moi. Ou alors on est un objet standard, on fait des photos pour la presse, à demi à poil ou pas à poil, on fait des ding-ding-ding comme ça, au cocktail tel endroit, au cocktail tel autre. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Bien que j'aime bien jouer au poker tous les samedis, c'est autre chose. Est-ce que tu crois à un cinéma politique? Oui. Ah oui, oui. Bien fait. La télévision est bien politique. Donc, pour un Oui, mais enfin, dans le cas précis du film qu'on est en train de faire, si tu veux, justement, étant donné que les gens ne sont pas éduqués, ils ont du mal à le comprendre. Si tu enchaînes, enfin, un lit le livre et te conseille à l'autre. Alors qu'au cinéma, les gens voient un titre sur une affiche, bon ben,
Yves Montand, Simone Signoret, ils iront certainement voir ça. Il y en a beaucoup qui iront voir ça, comme ils iront voir autre chose. Sans très bien se rendre compte... Ils iront, mais est-ce qu'ils sortiront comme s'ils avaient vu autre chose? Ça dépend comment le film sera fait. Je veux dire quand même qu'il y a un problème personnel, un compte personnel à régler avec l'histoire et avec le monde. Et comme toute chose personnelle, quelque chose de très dérisoire, de très décisif à la fois. C'est-à-dire que l'un des accusés et l'un des pendus du procès Slans, qui est du procès dont l'aveu et le témoignage et le démontage le plus complet que je connaisse, c'était Josef Frank. Et Josef Frank était un communiste tchèque que j'ai connu dans un camp de concentration en Allemagne, avec lequel j'ai passé 2 ans en travaillant ensemble dans le même commando. Et l'une des accusations qui ont été portées contre lui et qu'il a reconnu au cours du procès, c'est l'accusation d'avoir servi, d'avoir travaillé pour la Gestapo dans le camp où nous étions déportés. Et c'est l'impossibilité absolument évidente de cette accusation et de cet aveu, donc, qui est, si on veut, le premier doute, ou la première, c'était plus un doute, la première certitude personnelle, la première expérience, même par personne interposée, par cadavre interposé, la première expérience personnelle du mensonge qui, jusqu'alors, avait pu être éloigné avec une certaine mauvaise foi, ou éloigné pour des raisons d'action et pour des raisons impératives, immédiates, éloigné comme quelque chose de théorique dont on pourrait s'occuper plus tard. Mais là, c'est évident qu'il fallait s'en occuper tout de suite. Sur cet aspect-là, j'ai un point de vue très précis, très clair, et rien ne me fera démordre de ce point de vue-là. Je n'y crois pas du tout. Je crois que ceux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire, ce sont ceux qui ont fait les procès, en premier lieu. Et moi, je me réfère pas seulement à ce procès-là, mais à tous les procès dont celui-ci est issu. Donc celui-ci est pratiquement, je ne me trompe pas, le dernier dans la grande lignée des grands procès publics politiques qui sont des actes rituels qui se sont produits depuis 1930, à commencer des années 30 plutôt en Union soviétique. Donc ce sont eux qui apportent de l'eau au moulin de l'adversaire en ayant fait ces procès. En dévoiler le mécanisme, montrer pourquoi, quelles en sont les raisons, ce n'est pas du tout apporter de l'eau au moulin de l'adversaire, c'est apporter de l'eau à ceux qui veulent éviter que cela se reproduise. Je crois que ceux qui désespèrent Billancourt, pour revenir au langage plus normal, ceux qui désespèrent la classe ouvrière, ce n'est pas qu'on parle des procès, mais que les procès aient donné une certaine image du socialisme. C'est-à-dire que ce dont la classe ouvrière a besoin, c'est que justement le socialisme puisse reprendre à son compte la liquidation définitive, non seulement théorique mais pratique, de ces procès, et donc ouvrir la possibilité d'une société, d'un système social où cela soit impensable. Finalement, c'est à Lille que se tournera l'aveu, l'évolution des événements ayant bloqué une possibilité de coproduction souhaitée par les Tchèques. Un tribunal de commerce métamorphosé en ministère, les rues de Roubaix modifiées en rue de Prague, un hospice de vieillards devenu prison sans se modifier, et là-dedans la bagarre quotidienne du réalisateur avec son sujet. La chose la plus étrange, c'est surtout quand on voit les figurants évoluer ou les acteurs faire des choses et qu'on s'est dit que ces choses-là sont passées et que ces acteurs-là, Montand par exemple, après une journée de travail, il ira chez lui prendre un bain, etc. Et là, il y a une sorte de dédoublement qui s'est produit parce que je me dis, bon, il y a Montand et puis il y a l'autre qui, lui, il ne rentrait pas à son hôtel. Et il y est resté l'un 2 mois. Là, il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'est produit, il y a quelque chose d'assez terrifiant. C'est quelque chose de stimulant ou de décourageant? Oh, très décourageant. Très décourageant. Très décourageant et très inquiétant.
ça, la chose va se former. Alors, j'essaie aussi de faire passer le temps comme ça. L'été, alors je change de costume des gars. Un jour, nous avons une visite sur le plateau, Arthur London. Tantôt, les gars ils sont avec des manteaux comme ça, tu sais, pour la production de l'hiver. Ça, c'est la chose la plus difficile. C'est de le voir dans ce décor-là, de voir mon temps dans ce décor, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, il colle bien, oui. C'est formidable, tu sais, son allure, les stigmates de la souffrance, de la fatigue, de tout ça, c'est formidable. Tu sais, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a perdu comme poids. C'est extraordinaire, le courage. Ah oui, tiens, un référent. Alors, tiens, Jean, c'est M. London. Le vrai London en face d'un faux policier qui s'efforce de ressembler à ceux qui l'ont supplicié. L'irréalité du monde où nous vivons tient dans cette rencontre. Parce que moi, je le mets souvent... Oui, enfin, ça varie. Oui, ça varie. Il y en avait qui aimaient l'uniforme et qui la portaient tout le temps. Ah bon, il y en a qui... Il y en a qui aimaient. C'est aussi l'occasion de lui poser à lui les questions que nous nous posons sans cesse. Et d'abord le bilan qu'il fait, lui, de son épreuve. La question m'était posée depuis le 20e congrès plusieurs fois, personnellement. Elle était posée en Tchécoslovaquie par un journal de la jeunesse où les jeunes posaient la question à l'adresse de ma génération où vous étiez des complices, où vous étiez des imbéciles. Et puis elle m'était posée aussi dernièrement comment, après avoir subi de telles épreuves, peut-on encore croire au socialisme? Pour comprendre tout cela, il faut connaître le style de notre vie, le style de notre combat, le style de notre pensée. C'est-à-dire aussi ça qui explique notre attitude pendant l'arrestation et devant les procès. Et les générations, les hommes qui n'ont pas connu notre vie et les combats de ma génération ne peuvent pas toujours saisir exactement l'essence. Il faut ne pas oublier que ma génération qui est venue au mouvement révolutionnaire, très jeune, après les affres de la Première Guerre mondiale, et sous l'influence de la grande révolution d'octobre, qui incarne pour nous un immense espoir, un espoir de fraternité humaine, de lumière, et qui en même temps est venu dans les mouvements, au moment où en Europe s'érigeaient des régimes réactionnaires, la marche de Mussolini sur Rome, des régimes fascistes, des grandes luttes âpres sur le plan économique, social, l'accès d'Hitler au pouvoir, les dangers d'une deuxième guerre mondiale, la guerre d'Espagne, suivie par la résistance, où nous avons combattu et nous étions imprégnés par les idées de la grande révolution d'octobre, que cela était pour nous une chose essentielle, une chose décisive. Et nous avions pendant tout ce temps-là l'ennemi en face, l'ennemi qu'il fallait combattre, l'ennemi qu'il fallait vaincre. Et nous étions dans de différentes étapes de cette lutte des soldats qui combattaient, qui n'avaient pas le temps de discuter, de poser les questions à fond, certainement, de les examiner critiquement, parce que la lutte qui nous était imposée ne le permettait pas toujours. Et malheureusement, dans cette lutte, nous avons perdu une qualité essentielle, mais d'un communiste, c'est le doute. Sur cette question capitale, Arthur London a reçu une lettre. Il a paru si exemplaire qu'il a souhaité la lire devant nous et y répondre publiquement. Je suis au parti depuis 1948, mais ce livre m'a profondément mûri. Je me sens plus apte à la réflexion et en même temps plus fort dans mes convictions, ce qui en montre la valeur, les côtés positifs. Si je vous écris, c'est pour vous faire part de mon trouble profond en apprenant qu'un film allait être tiré de votre livre. Êtes-vous vraiment certaine qu'un tel film sera fait dans un esprit tel qu'il aide à poursuivre la lutte pour rendre au socialisme son visage humain? Il me semble au contraire qu'il risque d'être pour tous les anticommunistes un élément extraordinaire de propagande. Comment peut-on accepter une telle éventualité? Et puis à le post-scriptum, nombre de camarades qui ont pour vous la plus grande admiration et le plus grand respect sont troublés comme je le suis moi-même. Je ne comprends pas ces craintes.
Pourquoi un livre considéré comme positif, exaltant même, aurait-il des vertus contraires à partir du moment où il est porté à l'écran? Un des principes du socialisme est l'établissement d'un dialogue permanent, non seulement avec ses adeptes, mais avec les larges masses du peuple. Lénine a toujours combattu la politique des cabinets. Lénine a toujours affirmé que les liens entre les partis et le peuple reposent sur l'établissement d'une confiance absolue, sa capacité de toujours dire la vérité au peuple et de pouvoir revenir sur les fautes qui peuvent être commises. Gramsci a formulé ces principes dans des paroles admirables. La vérité est toujours révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il sert mieux l'anticommunisme de se taire et en l'occurrence jeter les voiles sur les fautes et malheureusement, il faut le dire, sur les crimes du stalinisme? Cela amènera à confirmer l'idée du socialisme qu'en propagent ses ennemis. Ou si les communistes eux-mêmes prennent avec courage, entreprendre un examen critique des différentes étapes du socialisme, examiner les fautes, les mettre à nu et arriver ainsi à rendre au socialisme sa pureté, ou pour reprendre une expression de mon pays, rendre au socialisme son visage humain. Bon, Raoul, ce sera le départ. Et l'arrivée, c'est là-bas, quoi. Affirmer sa foi dans le visage humain du socialisme en prenant le risque de montrer son visage inhumain, c'est le choix qu'ont fait à la suite de l'auteur du livre les participants du film. La dernière à qui nous avons posé la question tient dans le film le rôle de Lise, la femme d'Arthur London. C'est Simone Signoret. J'en sais rien, il y a 15 ans, j'aurais sûrement su tout et j'aurais sûrement été très péremptoire et j'aurais sûrement dit mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alors c'est ou une preuve de vieillissement ou de sagesse ou de... Non, je crois que c'est une preuve d'honnêteté finalement, si je veux bien réfléchir. J'en sais rien, mais... Bon, à tout prendre, si on prend le risque de faire plaisir à des gens à qui on ne voudrait pas faire plaisir, il reste quand même tous ceux à qui ça fera très plaisir. C'est peut-être pas très clair mon discours. Tu penses à qui? Mais je pense aux Tchèques et je pense aux Russes. Et je pense aux Polonais. Et je pense même aux Américains. Parce que ça fera aussi plaisir aux bons Américains. Il y en a aussi, il y en a plein. Il y a qu'à aller voir la semaine dernière faire ce que nous n'avons pas fait, nous, pendant la guerre d'Indochine. Enfin, la nôtre du Vietnam, l'autre d'Indochine, là, c'était la même. Et ceux-là sont des gens bien, de toute façon. Et eux aussi, ça leur fera du bien et ça leur fera plaisir. Ça fera peut-être plaisir aussi à leur patron. Ça fera peut-être plaisir aussi à la Shell. Et puis aux marchands de pétrole du Texas et puis aux banquiers de Wall Street pour employer des images qu'on connaît bien. Mais ça fait rien parce qu'au bout du compte, les gens bien qui trouveront leur compte, eh ben, il n'y a que ça qui nous intéresse. Moi, je parle comme ça maintenant, tout d'un coup, ça revient, le côté péremptoire, parce que ça doit être dans ma nature, mais parce que tu me fais parler. Bon, alors, je me pose aussi des questions que je me pose depuis 4 mois, avec beaucoup de violence. Et là, ça me paraît évident, tout d'un coup, que pour les gens bien, eh ben, ce sera bien. Et puis, si les gens mal, ils trouvent leur compte, eh ben, tant pis. Mais il faut transgresser ça. Il faut passer au-dessus de ça. Je ne parle pas des anticommunistes de fondation. Ceux-là, de toute façon, bon, on ne les changera pas. Hein. C'est pas le film qui les changera. Mais s'il y a des gens
que ça peut remuer, que ça peut aider à être, je sais pas, peut-être plus sévère ou plus juste dans leur pensée par rapport à une certaine obédience. Oh, puis c'est pas pour ça qu'on l'a fait, on l'a fait pour nous finalement. Pour nous, bien sûr, mais pour eux aussi, pour tous. Tout le monde a le droit, peut-être même le devoir de connaître ce dossier. Car l'aveu n'est pas seulement un film, il est aussi avant tout un acte politique. Il prétendait agir sur la réalité même, non seulement sur les consciences, bonnes ou mauvaises. Il y est parvenu. Et tout d'abord, en multipliant la répercussion du livre lui-même. Une lecture douloureuse et privée est devenue publique. Un acte individuel est devenu collectif, et par là même combatif. Pourtant, la parade de certains critiques communistes a consisté à dissocier le livre et le film, à les opposer. L'aveu, livre communiste, serait devenu un film anticommuniste. Ce n'est pas l'avis des communistes italiens, ni des Espagnols, ni des Belges. À moins de considérer, dit Arthur London, qu'il y a des vérités bonnes à dire à quelques-uns, mais qu'il faut démocratiquement cacher à la masse. Arthur London avait écrit l'aveu pour éclaircir un passé révolu. Le passé. Et c'est ainsi que London alla se faire soigner dans un sanatorium luxueux à Genève. Avec quel argent se faisait-il soigner dans ce siège principal des services d'espionnage occidentaux et résidence principale d'Alan Dulles? Jusqu'ici, il ne l'a pas avoué. Il ne s'agit pas d'une phrase du procès 1952. Il ne s'agit pas d'une question posée par l'un des référents de l'aveu. Il ne s'agit pas d'un passé révolu. Cette question a été posée par un certain Pavel Lorenz au cours d'une émission de Radio Prague le 18 juillet 1970. Ainsi, tout est à recommencer. L'expérience historique, le 20e congrès, les travaux de la commission spéciale du Parti communiste tchécoslovaque, chargée de faire la pleine lumière sur les procès politiques des années 50, sont déclarés nuls et non avenus. Arthur London devrait avouer une nouvelle fois qu'il a été un espion américain. Pourtant, quelque chose a changé. Les témoins parlent. Jean Vincent, secrétaire du Parti suisse du travail, déclare: alors, répétons-nous, le sanatorium de luxe était 5 quai de Lille, à Genève, au 4e étage, sans ascenseur, sans autre chauffage que celui que nous faisions, avec la seule chambre de bain que nous avions installée, et dans un appartement très modeste, dont le loyer était de 92 francs par mois. 92. London y resta 2 ans pour se soigner. 100 témoins peuvent l'attester. Ce sont les faits. Il n'y a pas de vérité en ce qui concerne les faits. Il n'y a pas de vérité pour Jean Vincent, mais il semble y en avoir toujours 2 pour les policiers tchèques qui se cachent sous le pseudonyme de Pavel Lorenz. Une nouvelle fois, comme au moment du procès, Arthur London est déchu de sa nationalité tchécoslovaque le 5 août 1970. Radio Prague revient à la charge. Revenons encore à l'arrestation de London et à son transfert au camp de concentration de Mauthausen. Outre le français, il connaissait aussi parfaitement l'allemand. Il faisait volontiers le traducteur et ainsi fut bien noté auprès des SS. Autour de son séjour au camp de concentration, il existe toute une série de questions et de points d'interrogation auxquels probablement personne ne saura jamais répondre. Mais si, on saura répondre. On a répondu. L'amicale des anciens déportés de Mauthausen a publié le communiqué suivant. Au nom de la fraternité de combat qui unissait les déportés tchèques et français, il demande aux responsables tchécoslovaques de désavouer publiquement les propos diffamatoires concernant l'attitude d'Arthur London au camp de Mauthausen. À son tour, le 9 octobre 1970, l'Association nationale des anciens combattants de la résistance prenait position. En face de mensonges qui mettent gravement en cause l'honneur de camarades de combat, nous ne pouvons rester silencieux. Quelque chose a donc changé. Les témoins qui s'étaient tués en 1952 parlent aujourd'hui. Les accusés n'avouent plus,
Les témoins disent la vérité. Seuls les accusateurs accusent toujours, ou plus exactement, accusent encore.